Imaginez un monde où la titularisation d'un agent de la fonction publique passe par la démonstration de ses compétences professionnelles via une analyse réflexive et un portfolio. Et bien pour ce travail d'imagination, pas besoin d'aller imaginer très loin, puisqu'il nous suffit de regarder vers l'Est. Nos homologues belges ont déjà une réponse à cette question. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Frédéric, inspecteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Fred. Bonjour Diane. Super content de t'avoir sur ce podcast destiné à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche réflexive. Et justement, j'attendais cet épisode avec toi de façon, ça fait un moment maintenant. Et pourquoi, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle De Vries Frédéric et je suis inspecteur au service général de l'inspection en Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Et ce, depuis combien d'années maintenant ? Alors, je suis rentré dans le service en 2015. 2000, donc, ouais, 8-9 ans. Ouais. Enfin, 9 ans. Ouais. Ok. Et je pense, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais raconter notre rencontre aux auditeurs ? Comment est-ce qu'on en a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse arriver à échanger et travailler un peu ensemble ? Bien, pour ça, il faut que je refasse un peu la genèse, je vais dire, de mon parcours au sein du service général de l'inspection, c'est-à-dire que je suis rentré en 2015, et puis en 2019, le décret a changé, et dans ce décret, il était prévu une épreuve, je vais dire, de sélection. Étant faisant fonction depuis 2015, nous avons été intégrés à cette épreuve de sélection qui permettait d'accéder, je veux dire, à la nomination. Donc, j'ai dû suivre toute une série de formations et puis j'ai dû réaliser ce qu'on appelle un portfolio ici. Après avoir réussi la première épreuve qui me donnait le statut de stagiaire, au bout des 2 ans de stage, je devais justement faire ce fameux portfolio. Et dans ce portfolio, il était demandé de faire une analyse réflexive sur ces pratiques en décrivant une situation vécue durant ces 2 années de stage. Nous avons eu toute une série de formations par rapport à ça, et puis au bout d'un certain temps, j'ai choisi un certain modèle, notamment on en reparlera très certainement plus tard dans ton podcast, le modèle de Yann Vacher, mais je ne voyais pas véritablement comment correctement construire ce portfolio, par quel bout le prendre, parce que dans la littérature, dans les formations que nous avons eues, c'était un petit peu, je vais pas dire nébuleux, mais il n'y avait pas véritablement de modèle bien défini par rapport à la construction de ce type de document. Eh bien, j'ai fait comme je fais régulièrement, j'ai tapé Google, je veux dire, et j'ai jeté une bouteille, je suis tombé sur toi un peu par hasard, j'ai jeté une bouteille à la mer, je me souviens encore du mail que je t'avais envoyé. Ouais, le titre du mail, bouteille à la mer. Bouteille à la mer, et voilà, en demandant si effectivement il y avait moyen d'avoir un petit coup de main pour être sûr et certain que j'organise bien mes idées, et que c'est véritablement ce qui est attendu par rapport à la construction du document qui m'était demandé. D'où notre rencontre, d'où les quelques séances en visioconférence qui m'ont beaucoup aidé pour structurer les différentes choses, mettre en évidence notamment les traces, les preuves, etc., qui sont assez compliquées, je vais dire, à mettre en œuvre dans mon travail, puisque c'est un travail qui est assez solitaire, je vais dire, où on n'a pas beaucoup de retours par rapport au chef d'établissement. Très peu aussi pour le moment au niveau de notre hiérarchie, bien qu'on ait des évaluations qui se mettent en place tout doucement, mais voilà, pendant quasiment 8 ans, je suis resté sans savoir si effectivement je faisais correctement mon travail. C'était le cas puisque je n'avais jamais été véritablement convoqué, je vais dire, par mes coordinateurs respectifs par rapport au rapport que je remettais, mais c'est toujours bien d'avoir un retour, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à ce qu'on fait, je veux dire, actuellement. Oui, tu as vécu l'adage pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, en gros, c'est à peu près ça, effectivement. Et avant, on va revoir tout ça en détail, mais justement, si on devait prendre le commencement, cette épreuve de portfolio, c'était une épreuve qui était nécessaire à ta titularisation ? Oui, tout à fait. En fait,
dans le décret, il était noté que au bout des 2 ans de stage, il y a un document écrit à réaliser ce portfolio de cette analyse réflexive et une défense orale à présenter, et qu'à minima, pour pouvoir obtenir la nomination, il fallait faire 60%, je veux dire, au niveau de ce travail. Voilà, ce qui a été réalisé, et j'en suis très content. Et oui, voilà, il fallait faire ce travail, il fallait surtout savoir par quel bout le prendre et comment le prendre et comment mettre les différentes choses en place pour que ça s'articule correctement. Vu que c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau, je veux dire, pour moi, puisque en fait, quelque part, c'était mettre des mots et des termes sur des choses que je fais ou que j'ai eu l'habitude de faire un petit peu de manière naturelle dans mon travail, puisque quand on est face à une situation complexe, ben, on réfléchit pourquoi est-ce qu'elle a été complexe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle ne soit plus complexe la prochaine fois. On ne se dit pas, ben voilà, j'ai agi comme ça, ben la fois prochaine, je vais encore le faire. Non, ça reviendrait à se taper une fois la tête dans le mur et dire aïe, et puis une deuxième fois dire je vais encore essayer, jusqu'au moment où on pense que ça va passer, mais ça ne passera jamais, quoi. Voilà. Mm. Et alors, ça tombe très bien, vu que j'allais te poser justement la question de savoir si tu avais, avant cette épreuve, si tu avais déjà été confronté de près ou de loin à la démarche réflexive ou au portfolio, mais en fait, si je comprends bien, pas du tout, et que c'était quelque part ton premier bain. Tout à fait, exactement. J'ai découvert ça ici avec cette épreuve. Je n'avais pas le choix, je vais dire. Si je voulais obtenir la nomination, il fallait que je passe par la réalisation de ce portfolio. Alors, on a reçu effectivement de la part de nos coordinateurs un espèce de modèle sur lequel je me suis bien évidemment appuyé, puisque c'est toujours plus facile de partir de quelque chose, je veux dire d'un exemple, plutôt que de partir d'une page blanche dans ce genre de situation. Et je me suis appuyé sur la manière dont c'était décliné dans ce modèle, et j'y ai intégré les éléments que j'ai pu faire avec toi et que j'ai trouvé aussi à gauche et à droite en cherchant sur Internet, notamment en proposant aussi à un certain moment sur la partie réflexive une relecture de la part de monsieur Yann Vacher que j'ai contacté. Je me suis dit, c'est un peu comme toi, je me suis dit, le nom, je l'ai déjà, et je vais essayer le oui. Au pire, il me répond que c'est pas possible, mais au moins j'aurais essayé et j'aurais ma réponse. Et c'est ce que j'ai fait. Il a bien gentiment accepté de me relire et de me mettre quelques remarques dont j'ai tenu compte, je veux dire, dans la rédaction de mon document, et qui effectivement correspondaient par rapport aux formations que j'ai eues durant mes 2 années de stage. Et quand tu as été confronté justement à ce travail-là, si tu avais eu un sentiment particulier, est-ce que tu t'es dit, oh là là, mais c'est quoi encore ce travail? Ça paraît énorme, ça paraît fastidieux. Quel a été ton sentiment? J'étais perdu. Hmm. J'étais véritablement perdu. Je ne savais pas par quel bout prendre la chose, comment l'articuler, comment mettre les choses en place. Je comprenais pas véritablement, je ne voyais pas les liens que je pouvais faire, etc. Et j'avais du mal aussi, puisque la formation avait eu lieu, je vais dire, au mois de mars. Je me suis véritablement attaqué au problème au mois de juin. Entre-temps, j'ai dû continuer à travailler. D'autres événements dans ma vie personnelle sont venus se greffer à ça. Donc, le gap était assez long. Il aurait fallu véritablement, je veux dire, au lendemain de la formation, que je m'attaque déjà à l'écriture de ce document, parce que c'était encore frais que je pouvais mettre en place, mais c'était pas possible avec les échéances au niveau du travail. C'était assez compliqué par rapport à ça, et je crois que la majorité de mes collègues qui ont dû faire le travail étaient à peu près dans la même situation que moi. Et au bout d'un certain temps, quand tu dépoussières un peu la chose, tu te rends compte que, ok, alors tu relis tes notes, et puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai voulu mettre, qu'est-ce que ça voulait dire encore que ça. Et puis, et à un certain moment, tu contactes les collègues et tu dis, t'en es où? J'ai pas encore commencé. Je fais simplement, comment je veux dire, mon bilan de compétences. Donc ça allait, ça c'était pas problématique. Mais véritablement pour l'analyse en soi, je voyais pas par quel bout prendre en fait le travail. Et ça a été véritablement une source d'angoisse, parce que il y avait l'échéance au bout, et l'échéance elle est tout près, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Donc il fallait absolument que ça passe. Donc ça a été effectivement très, très compliqué à ce niveau-là.
Et est-ce que c'est super intéressant, tout ce que tu dis, surtout quelque chose de tout bête, mais je pourrais le résumer de la façon suivante, c'est que la vie n'est qu'un chaos dans lequel on essaie d'apporter de l'ordre. Et que ce qui t'est arrivé, en fait, eh bien, c'est une formation, mais qui tombe pas entre guillemets sur un tapis rouge. Et au contraire, tu avais en fait une charge mentale, tu avais une vie à gérer, tu avais des contraintes, des obligations comme tout le monde, et que cette formation représentait une charge mentale supplémentaire. Et donc, l'énergie disponible, ta disponibilité d'esprit que tu avais pour gérer cette exigence-là, eh bien, elle n'était pas toujours optimale, mais l'échéance, lui, et les enjeux, ils étaient très, très importants. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Effectivement, comme je te dis, bon, la formation était obligatoire, donc ça, voilà, on savait. Et elle était intéressante. Ça, je ne le nie pas, parce que ça nous a fait découvrir effectivement différents modèles et on s'est rendu compte que certains modèles ne pouvaient pas s'appliquer, je veux dire, à notre travail parce que ça ne permettait pas. Et je me suis retrouvé effectivement dans celui de Vacher. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte par après, en remémorant, je veux dire, en recherchant une situation à expliquer dans ce fameux portfolio, je me suis rendu compte, en fait, qu'au tout début de ma carrière, j'étais face à ce genre de choses et que j'avais appliqué ce modèle de Vacher, mais sans savoir que c'était le modèle de Vacher. Donc, je faisais, c'est comme je t'ai expliqué au tout début. Ben ici, en fait, j'ai dû mettre des mots sur des actions que je pose au quotidien dans mon travail. Et ça, c'est pas toujours évident quand tu n'as pas l'habitude de le faire. De te dire, voilà, à ce moment-là, je suis dans la réflexion, à ce moment-là, je suis dans la réflexivité, à ce moment-là, je suis dans le réfléchissement, etc. Voilà. Tu le fais par réflexe d'une certaine manière. Tu te poses pas la question de te dire, ah, je rentre en réflexion. Ah, je rentre en réfléchissement. Ah, maintenant, je suis dans la réflexivité, etc. Voilà. Tu vois, toutes ces choses-là, tu ne le fais pas, voilà, ça se fait de manière naturelle. Et c'est vrai qu'en analysant la situation, j'avais vécu c'était vraiment tout au début de ma carrière, donc c'était en 2015 ou 2016, mais je me suis dit, ben oui, ben c'est ça, en fait. J'ai véritablement vécu une situation problème. Par après, j'ai pris du recul par rapport à cette situation et j'ai analysé, et puis j'ai modifié mon comportement. Et je me suis rendu compte qu'en ayant modifié mon comportement, je n'ai plus jamais eu le problème que j'ai rencontré, parce que les choses étaient claires dès le départ. Voilà. Donc, je suis tombé, tu vois, et puis de toute façon, dans le métier que je fais, tu ne peux pas te permettre, quand tu es face à une situation problème, tu peux pas te permettre de te dire, ben, je vais pas essayer de trouver de solution. Voilà. Je suis comme ça, j'agis comme ça, et demain je referai la même chose parce que non, ça va coincer à un certain moment parce qu'on travaille avec des gens, avec des personnes. Avec de l'humain, Et oui. justement, le but, c'est de rallier ces gens, je vais dire, à travailler et à regarder tous dans le même sens, à ramer dans le même sens pour que le bateau avance, pour qu'au final, ce soit les élèves qui bénéficient, je veux dire, des améliorations qu'on va apporter tous ensemble. Donc je peux pas me dire à un certain moment, non, ici c'est moi, et vous faites comme, non. Voilà, si tu n'arrives pas à rallier les gens à toi par rapport aux constats que tu poses, même si les constats sont parfois sévères, ça va poser problème. Si tu n'essaies, voilà. Oui. Le souci est là. Et cultiver quelque part cette adhésion des acteurs concernés par tes inspections, c'est une façon de t'assurer, entre guillemets, de la pérennité de ton activité et aussi pouvoir l'effectuer sereinement parce que tu viens très bien de le dire, ben, la force brute passe difficilement, même si tu as l'étiquette d'inspecteur. Parfois même, tu m'avais dit en off que c'était parfois l'inverse, c'est-à-dire justement, de par ton étiquette d'inspecteur, tu as peut-être davantage de travail de relationnel à faire pour construire un climat de confiance et rassurer justement les personnes inspectées que c'est pour une cause commune, que tu n'es pas là en fait pour évaluer leur personne humaine ou pour leur mettre des tirs, pour leur tirer dessus à balles réelles, et que tous ces moments-là, en fait, ils sont très très importants parce qu'ils permettront en fait d'avoir des relations de travail qui seront saines. Et toi, ton métier, c'est avant tout un métier de relationnel, si je comprends bien. Oui, exactement, exactement. Je veux dire, ça, enfin, c'est une facette de mon métier, parce qu'après, quand tu dois analyser des documents, etc., c'est autre chose. Mais effectivement, quand on est sur le terrain en mission dans le genre-là, ben, le relationnel, il est primordial. Je veux dire, si tu n'arrives pas à faire passer correctement ton message ou à faire adhérer les gens par rapport, je veux dire, au fait que ben,
la mission se passera comme ça et d'expliquer pourquoi elle se passera comme ça et que il y a un cadre à respecter, que tu respecteras le cadre, tu respecteras la confidentialité et que tout ce qui se retrouvera, je veux dire, dans le rapport sont en fait des éléments que tu as constatés factuellement, etc., qui aura pas quelque chose de non objectif basé sur de la subjectivité, etc., ou sur du ressenti, etc. Non, c'est pas du tout ça. Donc, tout ça doit être expliqué, je veux dire, aux interlocuteurs en face de qui tu te trouves au moment de la mission. Et tout ça, c'est des compétences, des savoir-être, etc., etc. Et parfois même, si je devais revenir à la question de réflexivité, arriver à appréhender les êtres humains avec qui l'on travaille, il est parfois nécessaire de s'interroger soi-même pour mieux comprendre comment fonctionne autrui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que si tu prends l'habitude de questionner ton fonctionnement, tu auras peut-être davantage de facilité à questionner le fonctionnement d'autrui. Oui, ici dans les formations, on nous a appris aussi que, je veux dire, par rapport à demander des questions de clarification, par exemple, c'est demander plutôt le comment plutôt que le pourquoi. Parce que si tu demandes le pourquoi, tu obliges quelque part la personne qui est en face de toi à se justifier de l'acte qu'il a posé ou de ce qu'il a écrit, etc. Donc la personne directement va se mettre sur la défensive. Tandis que si tu lui demandes le comment, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez dit c'est ça, est-ce que vous pourriez m'éclairer par rapport à ça, ben là, à ce moment-là, tu laisses le champ libre à la personne d'arriver sur véritablement peut-être à un certain moment le pourquoi. Elle va finir par t'expliquer le pourquoi, mais elle ne sera pas jugée ou ne se sentira pas jugée sur le fait que, s'il me demande pourquoi, c'est que j'ai certainement mal fait, donc il va falloir que je me défende. Et on va avoir à ce moment-là peut-être un rapport de force qui va se mettre inspecteur-inspecté, alors que c'est pas du tout le cas. Oui, et qu'en plus, si je comprends bien, ce rapport de force, s'il y en a un, il te dessert quelque part dans le bon déroulement de ta mission. Tout à fait, parce que là, à ce moment-là, la personne va se sentir jugée et elle risque de se refermer ou de te distiller, je vais dire, des informations, mais véritablement au compte-gouttes, où tu vas peut-être devoir lui tirer, entre guillemets, les vers du nez pour véritablement avoir la réponse à ce que tu veux. Et ça peut avoir des influences, bien évidemment, sur la manière dont tu vas rédiger ton rapport. Je veux dire, si les informations ne sont pas assez précises et pertinentes, tu vas faire avec ce que tu as, alors que la personne avait peut-être autre chose à te dire, mais du fait que tu es, entre guillemets, instauré un sentiment de jugement, la personne s'est refermée et par réflexe défensif d'une certaine manière. Oui, c'est super bien que tu abordes la question du comment et non du pourquoi, parce que ça me permet de trouver, entre guillemets, une transition toute faite. Tu as parlé d'analyse réflexive, et pour les personnes justement qui sont un peu néophytes et qui trouvent encore ce jargon et ces pratiques un peu obscures, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment tu as fait cette analyse réflexive, rédigé cette analyse réflexive pour cette soutenance orale? Alors, je me suis basé sur le modèle. Je vais reprendre depuis le début plutôt. J'ai d'abord écrit ma situation, je veux dire, délicate que j'ai vécu, pardon, durant cette année de stage. Donc, j'ai retracé d'une certaine manière l'historique un petit peu de tout ce qui s'était passé durant cette mission et qu'est-ce qui avait été problématique, qu'est-ce qui m'avait empêché, je veux dire, au départ de la faire correctement, et puis d'arriver finalement à ce qu'elle se déroule correctement et que tout se finisse entre guillemets, tout se finisse bien. Je veux dire, que je puisse la mener à bien. Tout ceci par écrit? Je l'ai d'abord fait. Oui, j'ai jeté en fait les idées comme ça par écrit, et puis j'ai remis, je vais dire, pour que ça fasse un texte un peu cohérent, je dirais pas simplement. Une mise en récit papier. Voilà, j'ai d'abord commencé effectivement par un récit papier, c'est-à-dire que j'ai jeté mes idées comme ça, brutes, sur papier, en me rappelant, en me remémorant exactement, enfin le plus exactement possible, ce qui s'était passé durant cette mission. Ensuite, j'ai remis en forme. Et puis, j'ai regardé par rapport aux formations que j'avais eues sur les modèles réflexifs et par rapport à ce que Monsieur Vacher, pardon, m'avait donné comme piste.
Et à partir de ce moment-là, j'ai remis en forme sur base des 3 temps qui sont déclinés, je veux dire, dans la théorie de Yann Vacher. Et à partir de ce moment-là, l'écriture des 3 temps s'est faite, je veux dire, pas toute seule, forcément c'est moi qui l'ai fait, mais ça a été beaucoup plus simple de restructurer, je veux dire, le document par rapport à ça. Ok. Donc, première étape, mise en récit, tout en mobilisant la théorie d'Yann, donc réfléchissement, réflexion, réflexivité. Ok. Et là-dedans, quand est-ce que je suis intervenu? Moi, je suis intervenu, j'avais contribué à cette mise en récit, si je me souviens un petit peu. Tu m'avais donné un document avec un élève qui avait fait sur des procédures, et tu m'avais dit les différentes parties qui correspondaient au modèle de Yann. Ouais. Ça, je l'ai utilisé plus à la fin de mon document, notamment en montrant le point de départ de comment je veux dire, de ma situation problématique. Puis ensuite, la manière dont j'avais agi, notamment au niveau des compétences à maîtriser, je ne les ai pas toutes développées parce que sinon, je dirais, il y en avait un paquet. Je me suis ciblé sur celles que j'avais mis plus, je veux dire, en évidence durant cette fameuse mission qui était... C'est fondamental. Ouais, exactement. C'était des compétences clés que l'on devait je veux dire, absolument maîtriser par rapport au profil de fonction. Je vais les retrouver. Voilà, c'était faire preuve de respect et faire preuve de fiabilité. Donc c'était vraiment ces deux choses-là sur lesquelles je m'étais basé pour la réussite de la mission et que j'avais bien mise en évidence. Ensuite, j'ai montré l'évolution par rapport à ça, et surtout j'ai apporté des preuves. J'ai réussi à apporter des preuves, ce qui n'est pas évident, je veux dire, dans mon métier. C'est ce que tu m'avais dit, c'est toujours bien. Ça ne sert à rien de dire que tu maîtrises quelque chose, mais si tu n'as pas la preuve de ce que tu avances, ça n'a pas véritablement, je veux dire, de poids par rapport à ça. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'avais eu mon rapport d'évaluation sur lequel je me suis basé et dont j'ai repris par rapport à cette compétence qui était reprise dans le rapport d'évaluation, où mes coordinateurs avaient dit qu'effectivement, par rapport à ça, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais aussi un document de la part d'un chef d'établissement qui mettait qu'effectivement, tout s'était bien passé par rapport, justement, aux 2 compétences que j'avais fait. Il l'avait pas développé tel quel, mais il avait dit, voilà, que ça était fait dans un climat très serein, etc., etc. Et ça avait justement apporté du poids par rapport au fait que je mettais en évidence que je maîtrisais justement ces 2 compétences en question. Oui, et que justement, les fameuses preuves, entre guillemets, que tu as apportées sont, entre guillemets, devenues traces à partir du moment où tu les as connectées à un contexte et à un argumentaire. Et tout ceci, tu as pu le ressortir lors de l'oral. Tout à fait. Et est-ce que tu as dit que quelque part, trouver ces fameuses preuves, ces fameux éléments, ça peut vite être difficile si, dans notre fonctionnement, on ne prend pas l'habitude de se dire « Ah, mais ce que j'ai fait là, je pourrais le valoriser à un moment donné. Il faudrait que je le mette de côté. » Oui, c'est assez compliqué parce que le métier qu'on exerce est un métier assez solitaire. Je veux dire, on a de temps en temps des missions où on travaille en duo ou parfois plus, mais comment je veux dire, pour valoriser ça, il faudrait qu'il y ait de la part soit du chef d'établissement, soit du pouvoir organisateur, un retour par rapport au travail que l'on a fait en disant, ben voilà, tu sais, un petit peu comme un questionnaire de satisfaction, une enquête de satisfaction, tu vois, en disant, voilà, ok, tu coches des cases, ou tu mets des plus, des moins, ou des satisfaits, ne satisfait pas, etc. Voilà, et ça n'est pas une pratique, je veux dire, qui se fait dans notre métier. On rend le rapport, le chef d'établissement, le pouvoir organisateur a l'occasion parfois de faire des remarques, etc. Mais c'est plus dirigé vers l'institution plutôt que véritablement, je veux dire, envers la personne qui a mené la mission. On les a parfois en off, tu vois, on échange avec le chef. Voilà, on est très content de votre venue, merci pour le travail que vous avez effectué, etc. Mais ça ne va pas plus loin qu'un document, je veux dire, véritablement écrit. Je te dis, ce que le chef d'établissement avait écrit en annexe du rapport,
ben, c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois sur toute ma carrière que ça m'arrive, alors que véritablement de gros problèmes dans l'émission, je n'en ai pas vécu énormément. Je suis quelqu'un qui a, au niveau, je veux dire, relation, ça se passe relativement bien. Les collègues me disent souvent que c'est mon côté empathique qui ressort énormément et que je suis un peu, voilà, j'arrive à apaiser facilement les tensions. J'ai un discours qui est cohérent par rapport à ma manière de procéder. Et voilà. Et je suis une personne qui est assez rassurante sur le terrain. Je l'ai déjà remarqué plus d'une fois avec et j'arrive, je veux dire, à mettre les gens en confiance. Et puis, une fois que les gens sont en confiance, entre guillemets, ils se laissent aller et on peut véritablement faire du travail, correct et concret pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est ce qui est drôle, mais quand on y pense, tu te rends compte que, tu vas peut-être me dire que je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le succès de ton travail, ou allez, 95% du succès de ton travail, repose sur ces qualités humaines que tu as, que les gens devraient avoir, à mettre les gens en confiance et à se dire, ça va bien se passer. J'ai Oui, l'impression que tout commence de là, tout part de là. oui, clairement, clairement. Et d'ailleurs, une des phrases d'introduction, c'est que je fais toujours une petite réunion de 10-15 minutes pour démystifier, entre guillemets, la mission d'inspection. Parce qu'on a toujours beaucoup d'enseignants en Belgique ou encore dans leur idée. Je suis le type qui va s'asseoir dans le fond de la classe et qui, à la fin de la journée, va couper des têtes. Voilà. C'est pas ça mon boulot. Je veux dire, si je devais agir comme ça, à mon avis, il y a beaucoup d'enseignants qui partiraient rapidement en burn-out ou qui seraient malades de longue durée et l'édifice scolaire se casserait la figure. C'est pas ça le but de mon travail. Mon travail, c'est certainement pas de couper des têtes, bien loin de là. Mais c'est effectivement, quand il y a des problèmes, je les constate. Voilà. Mais je les constate sur base de faits que j'ai observés et que je peux démontrer à la personne que j'ai en face de moi que ça ne va pas, en m'appuyant aussi sur des textes légaux. Voilà, c'est pas dogmatique, c'est pas quelque chose qui sort de ma tête ou quoi que ce soit. Non, c'est que je me base sur des référentiels, sur des décrets, etc. Et je prouve à la personne par A plus B, ben voilà, vous n'êtes pas dans les clous. Mais je cherche aussi les points positifs par rapport à ça. Voilà, ça c'est très bien, continuez. Ça, c'est à améliorer. Et ça, point d'attention à absolument modifier parce que vous ne pouvez pas y couper. Ça vient de quelque chose, d'une base légale, etc. Donc voilà, c'est un petit peu comme si je disais, moi je m'en fous du code de la route. Moi, en Belgique, c'est 120 sur l'autoroute. Moi, je roule à 140. Et puis tu te fais arrêter par la police et la police me dit, monsieur, vous êtes au-dessus. Et il te le prouve par A plus B que tu es au-dessus parce que voilà, il y a le code de la route qui te dit que tu peux pas rouler à plus de 120 sur l'autoroute. Voilà, moi je prouve par A plus B à un certain moment que voilà, pour cette raison, pour ce point-là, vous êtes en dehors des clous. Voilà. Mais ça se fait dans un climat serein, etc. Comme je dis en début de mission, je dis toujours, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Faut pas stresser, etc. Faites comme vous faites d'habitude. Donnez-moi les documents, vous inquiétez pas. Et je rassure un maximum les gens. C'est déjà arrivé de me retrouver face à des débriefings où l'enseignant ou l'enseignante est en pleurs, etc. Donc la première chose que tu dois faire, tu peux pas commencer ta réunion en frontal en disant allez, on y va, clac, voilà, madame, ça va pas pour ça, avec quelqu'un qui pleure en face de toi. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est pas concevable. Oui, t'as un humain en face de toi. Exactement, exactement. Donc la première chose, c'est de rassurer la personne. C'est d'abord de l'écouter, faire de l'écoute active, de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ce stress, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là. Et puis à partir de ce moment-là, tu noues le dialogue et tu essaies de comprendre. Écoutez, certes, il y a peut-être des choses qui n'allaient pas, mais il y a des choses qui vont bien et on va essayer de décortiquer les choses calmement et ne vous inquiétez pas par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va faire, etc. Il y a des choses qui se mettront en place, etc. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est clair que c'est la base pour moi. Si tu ne commences pas par ça, la personne en face de toi va se fermer et c'est terminé. Ton débriefing, il va servir strictement à rien du tout. Oui. Et tu n'auras pas fait avancer les choses, que du contraire, parce que la personne, quand elle va quitter la salle, elle va se braquer sur le fait, il n'a rien voulu entendre, il n'a pas voulu m'écouter, et gna gna gna, et voilà.
C'est aussi quelque part, si je devais être un peu philosophe, c'est une vision de l'être humain que tu mets en avant. C'est-à-dire que on a tous nos humeurs, nos tempéraments, et que ce n'est pas parce qu'on a une fonction et un devoir à remplir qu'on ne peut pas prendre du temps pour prendre l'être humain en compte dans sa globalité et pas uniquement sa fonction d'enseignant qui aurait dû respecter le décret 42 de l'article 50 de la Constitution machin. Et c'est quelque chose qui est sûrement extrêmement fondamental. Ce que disait un enseignant que j'aime beaucoup, il disait, mais si tu donnes quelque chose, si tu donnes de ta personne aux étudiants, ils trouveront une raison de te le rendre parce que tu leur donnes quelque chose. Eh bien, je pense on peut faire le parallèle avec toi, c'est-à-dire que tu as donné de ton temps, mais tu as donné de ton humanité pour prendre l'enseignante en compte. Et donc, elle va avoir une raison de se détendre. Elle va se dire, OK, c'est-à-dire que je peux prendre ce temps-là et que je suis pas hors sol et que je suis pas hors des clous. Et je me dis, ben, qu'avec avec ce type d'approche, ben, les inspections sont sûrement plus cool que justement les inspections un peu plus musclées. Mais je suis peut-être naïf. Écoute, je n'ai jamais véritablement vécu une inspection plus musclée. Dans la situation problématique, entre guillemets, que je décrivais dans mon travail, je suis arrivé à un mauvais moment pour l'école. Donc j'étais déjà face à un chef d'établissement qui n'était pas prêt à me recevoir. En gros, si je peux le catégoriser, je tombais au mauvais moment. Voilà. Il y avait pour tout un tas de raisons. Voilà. J'ai fait avec. Je me suis adapté. J'ai pas essayé de forcer le passage ou de mettre le pied, si tu veux, dans la porte pour ne pas qu'elle se ferme, etc. Non. Je suis resté calme et j'ai dit, ben voilà, écoutez, je vous propose la solution. On peut reporter, si vous voulez. Mais le problème, j'ai dit, c'est que si je reporte la mission, hein, je vais devoir quand même revenir dans le courant de l'année. Et le souci, c'est si vous me dites qu'il faut la reporter pour des raisons, c'est que les enseignants avaient déjà préparé les documents. Ils étaient déjà préparés, je veux dire, à ma visite, etc. Donc, le chef d'établissement s'est bien rendu compte, bah oui, je vais devoir faire avec. Mais, ce qui m'a un peu aidé dans cette histoire aussi, c'est que la chef, entre guillemets, je l'ai écoutée dans ses problèmes. C'est-à-dire que, à un certain moment, je me suis posé dans son bureau, et on a eu une discussion, etc. Elle me dit, voilà. Et elle a vidé son sac, si tu veux, d'une certaine manière. Voilà. Et le simple fait d'avoir eu cette discussion et de comprendre que la personne que j'avais en face de moi, ben, ça n'allait pas pour plein de raisons au niveau de la gestion de son établissement, etc. Ben, ça a fait que le climat s'est apaisé à un certain moment. Et ça a permis d'avancer correctement dans la mission, de remettre en perspective, je veux dire, les choses pour lesquelles je venais, par rapport à ce qui était demandé par l'administration, et de pouvoir, je vais dire, arriver à avoir tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir mener à bien ma mission. Voilà. Et je pense que si je n'avais pas pris ce temps-là, ben je pense qu'à mon avis, ça aurait été un échec sur toute la ligne. Ah, je pense que t'aurais mené une inspection avec une bombe à retardement dans les mains. Je pense aussi. Et je pense que j'aurais eu, à mon avis, quelqu'un qui aurait contesté chaque ligne de mon rapport. Hmm. Alors qu'au final, tu l'as très bien dit au départ, le but c'est que vous travaillez ensemble et que vous ne soyez pas en opposition inspecteur contre enseignant. Exactement. Hmm. Ah, super intéressant. J'ai beau avoir des parents qui ont été profs des écoles en France, j'ai rarement eu de retour d'expérience de leur part sur des inspections et je devais être trop petit pour m'en souvenir. Mais justement, j'aimerais ces choses-là qui sont super intéressantes, je vais les ramener au prisme de l'analyse réflexive que tu as dû mener. Et cette fois, si j'en reviens à la rédaction de cette analyse réflexive, qu'est-ce qui t'a paru très très difficile? Tu as parlé justement de la mise en récit, tu as parlé de l'énonciation des situations difficiles. Et est-ce que tu as rencontré d'autres problèmes dans cet exercice? Mis à part ceux que je t'ai cités, et en réfléchissant ici maintenant par rapport à ça, non. C'est le fait de n'avoir jamais été confronté à ce type d'exercice, ça c'est déjà un. Et surtout, euh, de savoir si ce que j'écrivais était correct par rapport au modèle
que j'avais reçues durant les formations. Et d'où, je vais dire, ma démarche, je veux dire, par rapport à Yann Vacher, de le contacter par mail et de bien vouloir lui demander si effectivement j'étais dans le bon ou pas. Parce que tu peux très bien t'imaginer, je veux dire, quelque chose par rapport au modèle, avoir ta conception par rapport à ce que tu as vu ou que tu as entendu et retenu lors d'une formation, mais encore faut-il que ça corresponde véritablement au modèle demandé. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant directement demander à la personne qui est la rédactrice de ce fameux modèle, de voir si je suis dans le bon. Et il m'a bien gentiment répondu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais écrit ne correspondait pas à 100%, mais s'approchait véritablement de ce qu'il avait. J'aurais pu aller, il m'a dit que j'aurais pu développer encore plus, sauf que dans mon portfolio, j'étais limité à 12 pages. Donc je ne pouvais pas m'étendre véritablement sur le sujet de trop, parce que sinon j'allais dépasser le quota demandé. Donc voilà, mais par rapport aux différents éléments que je lui avais fournis, il m'avait dit oui, ça correspond effectivement bien à ça. Il a réajusté certaines choses et j'en ai compte, je veux dire, dans l'écriture de mon portfolio. Mais par rapport à la question que tu posais, non, c'était véritablement l'articulation et de savoir si j'étais dans le bon par rapport à ce que je racontais. Comme c'était la première fois que je faisais ce type de travail, mais tu es dans l'inconnu. En fait, tu ne sais pas véritablement si ce que tu mets, c'est ce qui est attendu. Et voilà, tu es en questionnement permanent par rapport aux choses que tu écris, puis tu les écris, puis tu les remodifies, puis voilà, et puis tu te rends compte que tu as écrit le contraire de ce que tu avais modifié. Enfin bref, ça a été véritablement un petit peu cassé par rapport à ça, mais à un certain moment, il faut poser les choses. Et je dois bien dire que le fait d'avoir eu mes apaisements de la part de Monsieur Vacher m'a beaucoup aidé par rapport à la rédaction de la suite de mon travail où le modèle réflexif n'intervenait plus. Oui, tu m'étonnes. Je comprends tout à fait, d'autant plus que j'avais peu de temps après. En fait, c'est même grâce à toi que j'ai rencontré Yann, parce que moi aussi j'ai eu envie de le contacter parce que j'étais curieux aussi, et on a fait un podcast ensemble. Et j'ai réalisé que moi aussi, lorsque j'enseignais la démarche réflexive, j'étais dans son modèle sans le savoir. Et j'ai beaucoup aimé la personne humaine qu'il était, et c'était vraiment très bien pour ce modèle-là. C'était très bien d'avoir une personne ouverte pour venir expliquer, expliciter, apporter de l'aide sur ces questions. Ceci étant, j'aimerais te poser une question qui me taraude depuis un moment, c'est est-ce que tu dirais que tout ce travail réflexif t'a apporté quelque chose? Si oui, quoi? Écoute, l'avoir mis par écrit tend à me prouver, je vais dire, que de toute façon, et aussi loin que je puisse réfléchir, qu'au moment où j'étais prof, qu'au moment où je suis passé dans le service général de l'inspection, j'ai toujours eu une réflexion sur ma manière d'enseigner ou ma manière d'envisager mon travail. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, en tant que prof ou en tant qu'inspecteur, tu es confronté à une situation problème. Voilà. Et tu dois y faire face. Et tu dois mettre en place des choses pour éviter que ça ne se reproduise, que ce soit dans ton comportement à toi, soit dans ta manière d'aborder ces problèmes ou de manière un peu plus globale. Donc il y a toujours eu quelque part ce travail réflexif. Et c'est la même chose, je veux dire, dans la construction de mon cours, par exemple. Je me rends bien compte que je construisais des séquences de leçons, et puis pour une raison X ou Y, je sentais que ça ne passait pas, ça n'allait pas, parce que tu te rends compte que sur l'évaluation, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu dois, à un certain moment, prendre le temps de t'arrêter et de regarder et de te dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça s'est bien passé pourtant en classe, pourtant les résultats de l'évaluation ne sont pas bons. Donc, essayer de trouver
qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui coince? Et là, tu as une remise en question. C'est une remise en question, je veux dire, de tes pratiques. Quand tu te rends compte qu'il y a une évaluation sur 20 élèves, tu en as 18 qui sont en échec, tu peux pas te cacher derrière le fait de dire c'est un manque de travail de la part des élèves. Il y a un problème quelque part, je veux dire. Et ça, je sais que pour pas mal de gens, parfois c'est compliqué de se dire que c'est moi, c'est peut-être moi qui ça ne va pas. Et pas forcément les élèves, etc. Donc, moi, j'ai toujours eu ce réflexe-là, c'est d'essayer de comprendre et de prendre le temps avec les élèves et de poser des questions avec les élèves, de dire, qu'est-ce qui n'a pas été? Expliquez-moi. Est-ce que je n'ai pas été assez clair, je veux dire, dans les explications? Est-ce que les documents fournis n'ont pas été assez bien traités? Peu importe. Eh ben, c'est la même chose, je veux dire, dans mon boulot d'inspecteur. Je vais reprendre la situation que je t'expliquais au début, qui m'est arrivée il y a 8 ans. En fait, la dame a été totalement en stress au moment où je suis rentré dans la classe, parce que j'ai pour habitude de prendre des notes. Je prends énormément de notes quand la personne donne son cours. Mais je prends note simplement pour être le plus précis quand je refais, si tu veux, le scénario quand je suis chez moi. Tu vois? Et ça l'a angoissé? Et ça l'a angoissé, la dame, parce qu'elle avait l'impression, dans sa tête, il prend note, donc ça ne va pas. Tu vois, le raccourci. Et ça, c'est parce que les enseignants sont toujours dans cette optique, il vient pour me couper la tête. Et pour me couper la tête, il doit avoir des preuves pour me couper la tête. Donc il note ses preuves. S'il prend note, c'est qu'il a plein de preuves que je vais me faire couper la tête. Et c'était pas du tout ça. Et la dame, elle a complètement perdu pied. Mais complètement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne, comment je veux dire, quand tu vas en inspection, il y a systématiquement, moi je regarde les élèves, la manière dont les élèves réagissent par rapport aux profs. Et tout de suite, tu sens quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou que tu sors, entre guillemets, de la routine que le prof installe à un certain moment où il fait quelque chose, tu vois. Et là, je voyais que les élèves étaient complètement, ils comprenaient pas ce qui arrivait à leur prof. Et même plusieurs élèves ont demandé à l'enseignante, ça va, madame? Vous avez... Pourquoi vous faites pas comme d'habitude? Enfin, mais ce qu'elle faisait était bien, hein. Ce qu'il faisait, c'est ça le pire, c'est que ce qu'elle faisait était bien. Et alors, deuxième chose aussi qui s'est passée à ce moment-là, c'est qu'à la fin du cours, d'habitude, je vais voir l'enseignante, lui dire merci. Écoutez, on parlera de tout ça, parce que généralement ils ont des questions. Alors ça a été, monsieur. Je dis, écoutez, je ne parle pas à chaud. Et ça, j'ai pas eu le temps parce que il y a eu un changement de classe et elle est partie directement voir ses collègues pour se faire rassurer. Et j'ai pas eu ce petit temps de 2-3 minutes, tu vois, pour un peu faire retomber la pression, etc. Et puis, je suis rentré dans mon local d'analyse et j'ai repassé le film. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Parce que ce qu'elle avait fait était bon. Donc je ne comprenais pas, en fait. Et je dis, c'est ma présence. Pourtant, elle savait que je venais. Et tu vois, là, j'étais déjà dans ma réflexion. Et puis, sont arrivés à un certain moment le débriefing, et je lui dis, ben voilà, écoutez, voilà, je vous l'ai vu en classe, etc. C'est que ça n'allait pas, est-ce que vous pouvez me dire, puis, ben, vous notiez, vous n'avez pas arrêté de noter. Et là, je me suis dit, ok. Et là, je lui ai dit, ben oui, mais je note parce que j'essaie d'avoir le plus de renseignements possible pour ensuite me refaire le scénario de votre leçon, pour être sûr et certain que dans le rapport, je ne loupe pas certains éléments, éventuellement, sur soit des bonnes pratiques, soit des choses éventuellement à améliorer, mais ça ne veut pas dire que c'était négatif. Ah oui, mais moi j'ai cru que parce que vous notiez que c'était pas bon, donc, etc. Et là, changement de pratique. Mission suivante, j'arrive, j'explique la mission, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et je rassure directement les enseignants. Je fais maintenant, à chaque fois, ne vous inquiétez pas, je prends beaucoup de notes. Ça n'est pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'après, j'aime avoir le plus de renseignements possible quand je me refais le film, je veux dire de la leçon observée, pour être le plus juste possible dans l'écriture de mon rapport. Je n'ai plus jamais eu ce problème. Plus jamais. De quelqu'un qui perd pied parce qu'il me voit gratter, je veux dire, dans le fond de la classe. Et c'était tout simple. Donc tu vois, je suis parti de la situation problème, j'ai analysé et je me suis rendu compte qu'il fallait modifier ma pratique par rapport à ça pour éviter d'avoir ce genre de problème. Et ça, c'est constant, je veux dire, dans mon travail. Tu ne peux pas rester figé par rapport, je veux dire,
à une difficulté, il faut que tu essaies de l'analyser et puis essayer de trouver une solution pour éviter justement qu'elle se reproduise, ou quand elle se reproduira, parce que ça peut arriver, mais d'avoir ta boîte à outils pour utiliser le bon outil justement pour déminer la situation et arriver à continuer à progresser, je veux dire, dans le cours de ta mission. Alors, avec ce que tu viens de dire, si je devais reprendre tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tu avais, depuis peut-être le début, une sensibilité à la remise en question et à cette fameuse pratique réflexive. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait, mais sans le savoir. Hmm. Sans le savoir. Enfin, parce que ça faisait partie de moi de me dire, ben oui, ben il y a toujours une remise en question à avoir quand tu as 18 échecs sur 20. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Tu ne peux pas. Et quand tu vois aussi que ben, dans ces 18 échecs sur 20, tu te rends compte que ben, tu as tout le panel des élèves, les élèves qui sont bons d'habitude, ceux qui s'en sortent et puis ceux qui sont moins bons, tu peux pas juste te dire que c'est un manque de travail, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Même chose dans cette mission que je t'ai expliqué. Voilà, il y avait quelque chose à faire et qui m'a permis justement d'évoluer, je veux dire, dans l'approche, je veux dire, avec les enseignants. Alors, et je suis vraiment curieux, parce que là tu me dis justement cette obédience ou cette tendance à la pratique réflexive, tu l'avais avant d'être inspecteur, tu l'avais en tant qu'enseignant, c'était assez inconscient. Et est-ce que tu sais si tu l'avais avant d'être enseignant? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et j'aurais peut-être tendance à te dire que oui, parce que, comment je veux dire, j'ai été arbitre de foot. J'ai été arbitre j'avais l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à arbitrer mes premiers matchs en foot, tout seul, au centre du terrain. Et tu dois, dans ton comportement, avoir une réflexion par rapport à laquelle tu abordes les joueurs, avec laquelle tu abordes les dirigeants qui sont sur le bord de touche, et avoir un comportement aussi par rapport aux supporters que tu as, je veux dire, qui sont les parents des enfants que tu arbitres. Et j'ai toujours eu, même si ça m'avait été reproché à l'époque quand 2 ou 3 formateurs sont venus me voir, quand je sifflais une faute, j'expliquais aux enfants pourquoi est-ce que j'avais sifflé. Je prenais le temps de dire, voilà, ça tu peux pas faire parce que tu vois, tu as fait ça, etc. Et j'ai souvent remarqué que ben, le simple fait de donner cette petite explication plutôt que de siffler, je veux dire, un bon coup de sifflet bien strident et d'indiquer la faute, etc. Et puis, tu vois, d'écarter un petit peu pour éviter d'avoir la contestation. Ben, le fait simplement de prendre le joueur à part, de dire aux autres de reculer et d'expliquer, je veux dire, ce qui s'était passé, ben, ça permettait parfois de désamorcer, je veux dire, des situations ou de fait que le match s'envenime. Tu vois, ou de quand tu as un entraîneur ou un délégué adverse qui hurle sur le terrain, ben voilà, voilà, on va poser les choses, on va se calmer, vous me laissez faire mon travail, vous avez le droit de ne pas être content ou de ne pas être. Mais au final, c'est quand même moi qui prends la décision, donc veuillez merci de respecter ça, etc. Et voilà, de désamorcer ce genre de choses pour éviter que ça ne part dans quelque chose. Donc je pense que quelque part, peut-être, oui, déjà peut-être à ce moment-là, j'avais et d'évoluer aussi, de te rendre compte qu'un match s'est mal passé, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe mal, etc. Qu'est-ce que je devrais faire pour que dans le match suivant, si je suis confronté à ce même genre de situation, ben, je n'ai pas de nouveau cette escalade, etc. Donc voilà, il y avait déjà quelque part peut-être des prémices à ce moment-là par rapport effectivement à ce modèle réflexif. Mmh. Ouais, de modèle, mais surtout oui, de tendance à la réflexivité, c'est-à-dire que c'est pas tant un modèle, mais c'est un comportement propice à cette réflexivité. Et quand je t'écoutais, je me posais la question, mais en fait, jusqu'où ça remonte? Et surtout, c'est la deuxième question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu serais capable d'identifier les éléments de ton tempérament ou de ta personnalité qui sont favorables au développement de cette pratique réflexive?
Parce que j'ai l'impression que là, t'es remonté. Au début, on parlait juste de la pratique d'inspection. Ensuite, on est remonté à l'enseignement. Ensuite, on est remonté encore plus loin avec l'arbitrage de matchs de foot. Et peut-être qu'on pourrait remonter encore plus loin. Donc, je me suis vraiment posé cette question. Quels sont les éléments de ta personnalité, de ton identité, qui selon toi, te rendraient favorable ou réceptif à la pratique réflexive? Clairement, je dirais mon côté empathique et ma gestion du stress, de manière générale. J'élève rarement la voix. J'ai rarement élevé la voix quand j'étais enseignant. Et gestion du stress et de mes émotions, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre effectivement. En étant arbitre, tu ne peux pas, je veux dire, exploser sur un terrain de foot, comme tu ne peux pas exploser dans une classe. La première fois, tu surprendras tes élèves et après, tu ne seras plus crédible, je veux dire, si tu exploses tout le temps dans une classe. Donc, ils te regarderont et diront, ouais, laisse-lui péter son câble, et puis il va quand même de toute façon retomber à un certain moment. Et voilà. Et face à des situations d'inspection dans la même chose, ou quand tu sens une attaque frontale de la part, je veux dire, d'un enseignant ou d'un chef d'établissement, bah tu peux pas rendre les coups. Je veux dire, sinon tu pars dans l'escalade quelque part. Donc tu dois tempérer la chose, prendre sur toi, souffler, réfléchir, et puis reposer le dialogue calmement et ramener, je veux dire, les gens un peu sur terre en disant, écoutez, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. On va parler calmement, on va remettre les choses à plat, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Voilà, faire repartir sur de l'écoute active quelque part. Je veux dire, par rapport à ça, pour déminer, je veux dire, ce genre de situation. Et je crois que c'est ce que j'ai constamment fait. Je veux dire, notamment, en étant arbitre, parce qu'à un certain moment, quand tu te retrouves avec un dirigeant qui est à 10 cm de ton visage, que tu as 17 ans et qui te hurle dessus, je veux dire, en te traitant de tous les noms, tu prends 2 pas de recul. Donc déjà, tu remets une certaine distance et puis tu essaies de calmer les choses. Voilà. Parce que, tu sais, ça pourrait très bien partir en bousculade. Je veux dire, tu t'énerves, tu repousses le gars et c'est parti. Voilà. Et puis, s'ensuit ce qui peut s'en suivre. En tant qu'enseignant, c'est la même chose. Je veux dire, oui. Si tu t'énerves par rapport à un élève, tu le chopes par le col et tu le vires de ta classe. Je veux dire, et en tant qu'inspecteur, tu te lèves, madame, voilà, quand vous serez calmé, je reviendrai, et tu claques la porte du bureau. Et ça fait avancer, quoi. Rien du tout. Que du contraire. Voilà. Ça a toujours été, je vais dire, mon credo et ma manière d'agir. Et t'as eu conscience, justement, tu as dit empathie et gestion des émotions, et cette conscience de ces traits de caractère que tu as, si on peut les appeler comme ça, tu les as depuis longtemps? Est-ce que c'est l'expérience d'arbitre de foot qui t'a fait prendre conscience que tu avais cette tendance à l'empathie et cette capacité à gérer tes émotions? Non. La gestion du stress, etc., c'est l'auto-analyse que j'ai faite durant ce travail et durant le travail précédent, qui m'ont permis de me rendre compte qu'effectivement, cette compétence-là, je la maîtrisais assez bien. Et le côté empathique, c'est lorsqu'on a fait des ateliers, je veux dire, durant la formation, pendant le stage, où on a travaillé à un certain moment avec des collègues, et c'est ce qui est ressorti. C'est ce que les collègues ont ressorti, je veux dire, par rapport à moi, et c'est ce qu'on me disait aussi régulièrement, que j'ai une bonne oreille, une bonne écoute, et que j'arrive à mettre les gens à l'aise. Voilà. Donc, c'est plus l'extérieur qui m'est revenu par rapport à ça. Et puis après, tu le prends, et puis tu dis, si dit ça, c'est quelque part, et puis tu analyses ta manière de fonctionner, et tu te rends compte ah oui, ok, maintenant je comprends pourquoi ils disent que je suis comme ça. Oui, il y a convergence entre ce que je constate et ce qu'ils disent. Voilà. Non, c'est ce qui était génial, c'est que j'allais te poser la question de savoir si tu retenais un enseignement de tout ça, mais visiblement cet enseignement, ces traits de caractère que tu as maintenant conscientisés, ou en tout cas, oui, que traits de caractère ou traits de personnalité, tu les as ancrés et tu les as conscientisés, pardon. Et ce que je trouve très important, vu que tu as parlé d'empathie, et j'allais dire, l'empathie seule ne permet pas forcément
à mon sens, de réussir ces missions d'inspection parce que justement, l'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Mais si tu ressentais uniquement, si tu avais juste l'empathie, tu pourrais très bien ressentir la détresse, le stress de quelqu'un, mais te retrouver contaminé par cette dernière. Mais grâce à ta gestion des émotions, tu es capable de prendre, entre guillemets, le côté positif du stress, c'est-à-dire je comprends l'état, je décris l'état dans lequel mon interlocuteur se trouve, mais grâce à ma gestion des émotions, je vais garder et entretenir, cultiver un dialogue pour maintenir la personne dans un climat de confiance et éviter que moi, En gardant Fred, une certaine distance. voilà, pour éviter que tu cèdes à Tout à cette... fait. Non, c'est vraiment des enseignements fondamentaux. Donc là, j'imagine que oui, tu as pu te dire que tout ça avait eu une petite valeur ajoutée finalement. Oui, parce que ça me permet comment je veux dire, d'avoir réussir entre guillemets, à découvrir véritablement des forces au niveau de mon caractère et de savoir que je peux m'appuyer dessus en cas de véritable situation de problème et que, alors je ne dis pas que je vais toujours trouver la solution ou qu'un jour je ne serai pas confronté à une situation véritablement, mais au moins je sais que j'ai ces armes en ma possession, que je sais correctement les utiliser et que je les mettrai, je veux dire, en œuvre si nécessaire pour essayer justement de déminer la situation. Après, je veux dire, c'est toujours aussi par rapport à l'interlocuteur que tu as en face de toi. Si cette personne est véritablement emmurée, ben moi je vais essayer de casser ce mur le plus possible pour justement libérer la parole et libérer, je veux dire, la collaboration. Mais enfin, il y a un moment où si tu te rends compte que la personne ne veut pas, c'est très compliqué, je veux dire, d'aller au bout. Tu ne porteras pas une relation tout seul. Non, voilà, exactement. Tout à fait. Et non, c'est super. Ce que je trouve, je suis curieux. Alors, j'ai une idée, mais tu me diras si tu es d'accord ou pas. Est-ce que tu dirais que ce travail d'analyse réflexive et justement cette mise en récit, ce travail écrit, a permis de renforcer la confiance que tu avais dans tes capacités? Justement Oui, par ce travail d'identification et de confrontation, parce que j'imagine justement tu en discutes, tu prends les retours des autres, tu mets en fait tu mets en relief plein de variables et tu te dis ah ben oui ces variables vont dans la même direction, ben alors ouais je suis capable de faire ça. Est-ce que tout ça a eu un impact positif sur la confiance que tu pouvais avoir en toi et tes compétences, tes capacités? oui, parce que ça m'a permis, c'est comme un petit peu la première évaluation que j'ai eue l'année passée, c'est-à-dire ça m'a conforté comme quoi effectivement, ben, ce que je faisais, j'étais dans le bon. Voilà, et pour la première fois, on me le disait que j'étais dans le bon et que ce que je le faisais correctement et que je donnais satisfaction par rapport au travail qui m'était demandé. Donc oui, quelque part, ça, forcément, c'est de la caresse positive. Donc quelque part, ça ne peut que renforcer ta confiance en toi par rapport au travail que tu mènes et par rapport aux missions que je mène, etc. Donc oui, clairement, c'est quelque chose de positif par rapport à ça. Ça me Et, permet aussi de me dire, ben, je peux continuer à avancer dans ce sens-là, c'est ce qui m'est demandé, et, euh, et de éventuellement pousser le curseur plus loin pour essayer encore d'amener d'autres choses, je veux dire, au même état. ouais. Et surtout, si je omets rien, c'est que la façon que tu avais de procéder dans tes inspections, c'était quelque chose dans lequel toi, personnellement et humainement, tu te retrouvais. Tout à fait, tout à fait. Donc, Je l'ai toujours dit et je le disais souvent à des collègues, des directions. Je ne me vois pas agir autrement que de la manière dont j'agis actuellement dans mon travail. Je suis là en tant que instaurer une collaboration dans le but d'améliorer le système pour que les élèves en soient bénéficiaires au final. Pour ça, voilà, je ne vois pas comment faire autrement enfin, en tout cas, moi, dans mon mode de fonctionnement, je ne verrais pas comment faire autrement pour pouvoir y arriver. et c'est ce que je trouve génial là-dedans, parce que quelque part, avec
ce que tu appelles justement cette caresse positive, ce retour positif de ce que tu faisais, c'est que tu as eu quelque part tes instances dirigeantes qui sont arrivées, qui t'ont dit, Fred, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu es, c'est bien, continue comme ça. Oui. Et c'est quand même le plus important, quelque part, humainement, Ouais, toi, tout pour à toi fait. personnellement, je pense que tu peux gagner en confiance parce que tu n'as pas besoin de remettre en question des années de pratique et surtout, tu peux même dire, ben, j'étais sur la bonne voie, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Donc, si on devait arriver gentiment à la conclusion de cet épisode très, très, très réflexif, tu pourrais dire que maintenant que tout ceci est derrière toi, tu regrettes pas? Non, je ne regrette pas. Ça a été compliqué, ça a été dur, pour des tas de raisons, mais ça a été très enrichissant aussi. Ça a été très enrichissant au niveau de certaines formations que j'ai fait pour les retours, et ça m'a surtout permis de voir que j'étais pas mauvais dans ce que je faisais et dans la manière dont je le fais. Donc quelque part, c'était gratifiant aussi de me rendre compte que oui, finalement, je fais un job sur lequel j'ai pas eu beaucoup de retours pendant des années, mais finalement, je le faisais bien. T'as dû ressentir une forme de légèreté à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. C'est c'est très important. Alors, j'allais dire qu'en France, et peut-être qu'en Belgique c'est le cas aussi, mais on a tendance à normaliser et à banaliser les choses qui se passent bien et à tirer quand ça va mal, alors que prendre le temps de dire à quelqu'un ce que tu fais c'est bien, ton métier c'est cool, tu fais bien ton boulot, tu t'entraînes bien, ça reste assez important. Ça, tu vois, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est important de le dire aussi aux profs quand je vais en mission. Je dis, je ne suis pas uniquement là pour relever ce qui ne va pas, mais je vous mettrai en évidence aussi ce qui va. Voilà. Et même s'il y a plus d'éléments dans la colonne moins que dans la colonne plus, c'est pas grave. Je releverai aussi les bonnes pratiques et je vous dirai ça, c'est bien, continuez, etc. Donc, j'ai toujours une balance plus-moins. Je veux dire, dans les débriefings et dans les relations et dans les entretiens que j'ai avec les enseignants. Parce que c'est toujours facile de balancer le pot sans donner les fleurs. Je veux dire, c'est ce qui est le plus simple de mettre en évidence. C'est pour ça que quand ils viennent vers moi, je n'aime pas débriefer à chaud les visites de classe, parce que souvent, tu ne retiens que le dernier peut-être fait marquant, etc., qui n'est peut-être pas forcément positif. Et c'est pour ça que je prends aussi beaucoup de notes. C'est parce que dans ce que je note, je fais souvent, ça à garder, à améliorer, et ça, attention, point d'attention, tu vois. Et avec le recul, j'ai le temps de bien articuler les choses pour ne pas vendre un produit semi-fini, entre guillemets, ou mal fini. Je veux dire, à l'enseignant, en l'ayant vu 5 minutes et en lui disant, faites attention à ça, 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 ça. Donc voilà. Je dis, on se calme, on va se poser, et puis je reviendrai vers vous. Et il y a toujours quelque chose de positif dans ce que je dis ou dans les commentaires, parce que tu ne peux pas être uniquement dans le négatif, parce que sinon la personne va sortir de la piste et va se dire, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je fais ce boulot? Etc. Je suis vraiment nul. Et c'est pas ça le but. Voilà, le but c'est d'améliorer. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas et qu'il faut améliorer, mais il y a certainement des choses qui vont bien. Je dirais ça, et c'est vrai, comme tu le dis, on a souvent tendance à dire, si on ne dit rien, c'est que ça va bien. Oui, mais ça fait toujours du bien de s'entendre dire que ce qu'on fait est correct et bien, et qu'on le fait bien. Donc voilà. Donc, Et ce qui est très, très intéressant, et ce qui rentre vraiment dans la réflexivité, c'est que là, dans ce que tu viens de dire, tu as été capable de dire que j'ai une pratique, ma pratique suivante, c'est de ne pas... Je développais la pratique suivante qui était de ne pas réagir à chaud. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que lorsque je réagissais à chaud, j'étais sujet, je pouvais être sujet à des biais, comme justement de prendre que les derniers éléments, et que ces biais pouvaient altérer ma perception, entre guillemets, ou ma perception authentique de la situation. Et ce que tu as réussi le mécanisme, entre guillemets, pour contrecarrer ça, c'est de dire, pas de débriefing à chaud, on note, on prend. J'imagine qu'entre le moment où tu prends toutes tes notes et le moment où tu revois la personne, tu as eu le temps de décanter un peu. il y a 24 heures généralement, 24 à 48 heures.
Donc, et c'est là que je trouve qu'on rentre dans cette réflexivité, c'est que tu as réussi à toi-même à identifier certains biais, à voir comment ils pouvaient s'exercer sur toi, à prendre un peu plus de recul et dire, très bien, je vais mettre un process qui va me permettre de les évacuer ou en tout cas de prendre un maximum de distance. Et ça, c'est super intéressant. Je serais très curieux de savoir comment tes collègues ont vécu ce périple réflexif pour ceux qui étaient dans la même situation que toi. Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de stress aussi chez les collègues. Mm. Beaucoup de stress et des larmes et du sang, comme j'aurais tendance à dire. Oui, ça a été très très compliqué. Voilà. Yeah. Bon, au Mais je moins, ne peux pas parler pour eux. oui, non, mais ce que je comprends très Je bien. sais que certains l'ont. C'était difficile. Et tu dirais justement que le travail qu'on a essayé de faire, Yann et moi, à nos échelles respectives, a pu t'aider à alléger ce fardeau ou à mieux le porter, ou comment tu... Ah oui, mais ça c'est clair. Je veux dire par rapport comment je veux dire aux éléments à mettre en évidence ou aux petits trucs, aux petites analyses, à la façon de décortiquer la chose donc, que tu m'as donné par rapport aux documents de l'élève en question et par rapport aux remarques que Yann a pu me faire, je veux dire par rapport à mon travail, ça m'a clairement aidé. Ça, c'est indéniable et je vous en remercie tous les deux d'ailleurs parce que je pense que si j'avais pas eu ça, euh, je sais pas si j'aurais été capable de sortir j'aurais peut-être sorti quelque chose, mais est-ce qu'il aurait été de qualité? Est-ce que le jury l'aurait trouvé nécessaire et suffisant par rapport à ce qui était demandé? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces éléments-là que j'ai eu de votre part, j'ai pu m'appuyer dessus et ça m'a servi à la fois dans l'écriture de mon travail écrit, mais aussi dans ma défense orale. Donc oui, non, clairement. Merci. Ben, je suis sûr que bon, j'enverrai de toute façon, je suis toujours en contact avec Yann et bon là, pour l'instant il est un peu il est parti en vadrouille, mais je lui enverrai de toute façon le lien du podcast et j'ai même envie de dire, alors on est très content que ça ait pu te servir, on va dire pour cet épisode, cette péripétie professionnelle, mais c'est le plus important si tu arrives justement à retirer des choses pour toi, pour la personne humaine que tu es, c'est encore le mieux. Parce que autant, j'ai envie de dire, autant l'exercice académique du portfolio pour ta titularisation, c'est quelque chose qui est passé, autant la logique réflexive que tu as pu mobiliser, tu pourras la mobiliser dans plein d'autres sphères de ta vie, et c'est peut-être le plus important quelque part. Oui, je pense aussi. Je pense aussi qu'effectivement, ça ne s'appliquera pas uniquement, je veux dire, à la vie professionnelle. Ça peut s'appliquer, je veux dire, à plein d'autres choses. Et voilà. Mm. Alors, justement, on arrive enfin à la fin de cet épisode. Et ce que je fais très souvent, c'est que je laisse justement aux participants, à l'invité, le mot de la fin. Donc, si tu as quelque chose, un message à adresser, à qui tu veux, à tes collègues, à n'importe qui, si tu veux, je te laisse conclure en fait cet épisode comme tu veux. Vas-y. Eh bien, moi, c'est assez simple. Je veux dire, je vais conclure de la manière suivante. C'est un tout grand merci à toi, Dylan, et à Yann d'avoir pu m'aider dans la construction de mon portfolio et de me montrer que j'étais sur le bon chemin, alors que, je veux dire, le moment où j'ai dû réaliser ce travail dans ma vie privée, c'était assez compliqué. Et ça m'a permis de m'en sortir, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de réaliser le travail écrit et ça m'a permis d'avoir quelque chose sur lequel je pouvais me baser aussi lors de ma défense orale, puisque celle-ci était réussie, qu'au final, tout est positif. Donc un tout grand merci à tous les deux d'avoir pu consacrer de votre temps, je veux dire, à ma modeste réussite au niveau professionnel. Voilà. C'était avec plaisir, Fred.